Salut les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel je vous propose de parler de l'entreprise Interparfums. On va regarder le business model de l'entreprise et évidemment aussi les chiffres et la valorisation avant de passer à ma conclusion. On m'a beaucoup mentionné ce titre ces derniers temps en commentaire. Donc là, l'objectif, ça va être de regarder en direct avec vous les chiffres, voir un petit peu pourquoi l'entreprise a corrigé de 40% par rapport au point haut qu'elle avait fait en 2023, sachant qu'elle s'est quand même très bien comportée ici depuis mars 2020. On a fait quand même plus 112%, donc sur le long terme, on est quand même à la hausse. Et vu que c'est une entreprise qui est en concurrence dans le domaine du luxe, notamment sur les parfums, et vous avez beaucoup de grandes marques qui vendent des parfums, je vais m'intéresser aussi au sujet de voir est-ce que, on est sur une entreprise qui serait différente ou est-ce que, un petit peu comme sur tout le secteur et c'est mon avis parce que ça fait pas mal de temps que j'analyse les entreprises dans le secteur entre guillemets «du haut de gamme du luxe», les valorisations s'étaient complètement emballées à un moment et il y a beaucoup d'entreprises qui sont juste en train de revenir à la réalité des valorisations et donc on va voir si c'est différent sur celle-ci vu qu'on a beaucoup parlé en commentaire, il y a peut-être un sujet intéressant. Évidemment, comme d'habitude, il s'agit en aucun cas de conseil en investissement. Je vous partage ma vision sur l'entreprise que je découvre avec vous. D'ailleurs, exprimez-vous en commentaire si vous avez des avis ou si vous avez aussi fait des recherches sur cette entreprise. Donc, Interparfums, c'est un spécialiste dans la création, la production et la distribution de parfums de prestige sous licence pour des marques de luxe. Donc, il crée, produit et distribue des parfums pour des grandes marques. On voit ici qu'ils sous-traitent à Coach, à Jimmy Choo, etc. Je ne connais pas trop le secteur du luxe, d'ailleurs, on en reparlera en conclusion. Leur chiffre d'affaires en 2024, il était de 880 millions d'euros, en hausse de 10,3% par rapport à 2023. Et sur le premier trimestre 2025, on a les derniers chiffres, on a fait plus 10,7%. Et ils prévoient pour tout 2025 de faire 930 à 935 millions d'euros, ce qui nous ferait une croissance par rapport à 2024 d'environ 5 à 6%. Donc la croissance serait en train de ralentir. C'est peut-être déjà en train un petit peu d'expliquer la baisse, sachant que tout le secteur du luxe ralentit. Tiens, tiens, la petite musique revient. On verra, on va regarder tous les chiffres avant de faire une conclusion. Deux, trois points que je retiens sur lesquels on va porter notre attention aussi. Dans leur portefeuille de marques, ils ont quand même une bonne dépendance à certaines marques, notamment Jimmy Choo, Montblanc et Coach, j'ai vu d'après mes recherches. Et vu qu'ils sont sous licence, il y a toujours, entre guillemets, un risque de perdre la licence, d'avoir un conflit avec la marque, etc. C'est pas le cas pour l'instant, mais je le note d'ores et déjà dans les points à surveiller, à mon avis, si on s'intéresse à cette entreprise. Aussi, de ce que je lisais, il y a eu des turbulences sur les stocks et donc on ira voir un petit peu ce qui s'est passé au niveau de la trésorerie. Ils payent un dividende, je sais parce qu'on m'en a parlé et que c'était une boîte à dividendes croissants, ce que j'ai compris. Donc on va aller regarder s'ils peuvent le payer. Ils pourraient aussi avoir sur le court terme des peurs sur les taxes douanières. Bon, c'est pas fait pour l'instant, c'est de la politique, mais c'est à prendre en compte. Peut-être que ça va pas aider à l'entreprise à se comporter en bourse. Et aussi, le PDG est quand même plus proche de la retraite que du début de carrière et donc il y a peut-être aussi des discussions autour de ça. Ça peut créer des peurs dans le futur. On va regarder tout ça ensemble dans les chiffres. Si on passe rapidement sur la présentation destinée aux investisseurs, vous allez retrouver un petit peu leur historique, les marques avec lesquelles ils ont travaillé. Ils vous parlent aussi de leur croissance annuelle composée sur différentes marques et de façon globale et on voit qu'effectivement le chiffre d'affaires se comporte très bien depuis plus de 20 ans et nous on va aller directement le regarder sur des graphiques pour regarder sur une période plutôt de 10 ans pour juger quand même les dernières années. Le chiffre d'affaires sur 10 ans en composé est autour d'un petit peu plus de 11% de croissance par an, ce qui est honnêtement très bien. On est largement sur une croissance qui pourrait me convenir si le reste du business au niveau des chiffres tout va bien. 11% de croissance, c'est pas quelque chose qui me choque, bien au contraire, c'est bien. Même si on a vu par contre, attention, hein, je vous l'ai dit, a priori ils vont avoir un gros ralentissement sur la croissance là sur 2025 d'après leurs prévisions. Donc ça c'est donné par la direction. Donc quand la direction commence à nous le dire, généralement, c'est qu'ils voient les choses venir. Si on continue un petit peu, on va aller voir comme d'habitude les marges. Donc marge brute assez élevée, à plus de 60%. En même temps, c'est normal, on est dans du luxe ou du semi-luxe. On pourrait le débattre, c'est du parfum, mais ça reste quand même des marques haut de gamme derrière. Et donc, on a une capacité à fixer les prix. Évidemment, les parfums ne coûtent pas aussi cher à fabriquer que ce qu'on les vend. Par contre, les marges nettes et les marges de flux de trésor, elles sont un petit peu plus basses quand même. Vous voyez, la marge nette, on se balade au point bas vers 8, 9, 10%. On a pu monter jusqu'à les 14%, vraiment les bons moments, peut-être presque 15%.
Et marge sur flux de trésor, pareil, on est autour des 10% sur le long terme. On a eu une baisse ici, mais voilà. Donc, à mon avis, c'est une entreprise qui doit quand même passer pas mal d'argent dans les opérations et notamment peut-être le marketing. Et alors ça, on peut aller le visualiser ensemble. C'est pas un graphique que je vous fais souvent, mais ça peut être pertinent dans ce cas-là. Vous avez ici en bleu ciel le chiffre d'affaires total. Vous avez ensuite le gross profit, donc ce qui nous reste une fois qu'on a payé la fabrication des produits, donc ce qu'on appelle les COGS, les Costs of Goods Sold, donc en gros fabriquer les parfums. Et ensuite ici en bleu, vous avez les dépenses qu'on appelle SGA, et notamment dedans, il y a le marketing. Et on est quand même à 300 millions pour 880 de chiffre d'affaires. Donc effectivement, l'entreprise dépense quand même a priori en marketing, aussi général et administratif, mais bon, c'est principalement du marketing d'après mes recherches. Et ensuite, le net income, on voit qu'on est à 129 millions. Donc, rien à dire, on a des bonnes marges brutes, des marges nettes plus faibles, et en même temps, eh bien, c'est normal puisque ben, il faut les vendre, ces parfums. Et je connais pas trop le secteur du luxe, d'ailleurs j'en parlerai en conclusion, mais j'imagine qu'il y a de la concurrence, et même en regardant à gauche à droite, j'ai déjà vu les catalogues, etc. Effectivement, il y a beaucoup de publicité dans le monde du parfum, ça m'étonne pas non plus. Et d'ailleurs, ça me fait penser aux dividendes, parce qu'on m'a dit qu'ils en payaient un, on va aller le regarder. Il y a un moment, il faut quand même pouvoir payer le dividende tout en continuant la croissance. C'est un petit peu aussi encore la conclusion à laquelle on va arriver, je pense. Qu'est-ce qu'on va faire comme décision si à un moment on a un ralentissement du marché et le dividende et les dépenses à faire pour maintenir le chiffre d'affaires, etc. Il y aura peut-être des décisions à prendre, puisqu'on voit chez les entreprises concurrentes que c'est le cas. Vous irez regarder les autres vidéos sur les entreprises du luxe. Il y a un moment, il faut prendre des décisions quand on arrive sur une période un petit peu plus difficile au niveau du consommateur, qui dépense un petit peu moins sur les produits milieu de gamme et haut de gamme, type parfum, habits, sac à main, etc. Ils augmentent le dividende de plus de 23% par an depuis 5 ans en composé et de plus de 22% depuis 10 ans. Ils sont à un rendement de plus de 3% et ils distribuent, là en 12 mois glissants, 87% des flux de trésor en dividendes. Donc ils peuvent le payer, mais pas de beaucoup. Ils l'augmentent énormément, ils ont un très gros rendement et là on voit vraiment l'accélération et on voit qu'ils l'avaient coupé en 2020. Donc ça c'est une information à prendre déjà, a priori on est sur une direction pardon, qui n'hésite pas à couper le dividende s'il y a besoin, donc c'est plutôt bon signe d'un point de vue de la gestion du business. Et si je prends l'entreprise sur exactement 10 ans, on va se mettre le 29 avril 2015 jusqu'au 29 avril 2025, on voit qu'on est pratiquement en ligne avec le S&P 500, on a fait un tout petit peu mieux avec les dividendes réinvestis. Donc, bah, rien à dire, belle performance sur 10 ans, le business a été bien géré. En même temps, on le voit, hein, il a eu une très belle croissance en composé. Je vous le disais, non, pardon, c'était pas ici, il nous le montrait dans la présentation. C'était où? C'était ici, belle croissance en composé du chiffre d'affaires. Ici, vous le voyez aussi sur 10 ans. Et d'ailleurs, les marges tiennent très bien là depuis 10 ans. Regardez, les marges sont très stables. Donc, franchement, business bien géré. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au niveau de la trésorerie pour voir par rapport à ce dividende? Est-ce qu'on arrive à le payer? Donc l'entreprise, elle a déjà plus de cash que de dettes long terme. Elle a autant de flux de trésorerie disponibles, donc de capacité d'autofinancement, que de dettes long terme. Donc elle pourrait en un an rembourser sa dette et elle peut la rembourser instantanément avec son cash. Donc il n'y a pas de problème au niveau de la trésor. Et si vous regardez, pratiquement toute sa capacité d'autofinancement passe dans le dividende. Et c'est intéressant, regardez là. Quand ils avaient coupé le dividende ici en 2020, eh bien vous voyez que les flux de trésor étaient en effet écroulés. Donc ils ont eu les flux de trésor qui se sont écroulés et ils ont coupé le dividende. Donc belle gestion. Vous voyez que là, si vous prenez toutes les années, il n'y a pas une année où ils n'ont pas été capables de financer leurs dividendes globalement avec le cash qu'ils généraient. Donc ça, c'est plutôt un bon signe. Par contre, si ça ralentit et qu'ils reprennent cette décision, ça peut faire mal à l'action en bourse, on ne va pas se le cacher. Maintenant, combien ça se paye, cette entreprise? Parce que globalement, on a des marges nettes autour de 10-15%, on a eu une belle croissance, mais la croissance est en train de ralentir. Ils paient un dividende qu'ils augmentent, mais ils pourront peut-être pas l'augmenter à l'infini si le chiffre d'affaires commence à ralentir au niveau de la croissance, ils vont peut-être devoir de ralentir, de l'augmenter. Et l'entreprise a corrigé en bourse. Donc si je prends, pardon, pas du tout la marge nette, si je prends on va prendre un prix par rapport au chiffre d'affaires, on va se prendre aussi un PER et un prix par rapport au flux de trésor, et on va regarder ça. L'entreprise, toutes les valos, je vous le fais en direct, hein, toutes les valos se sont fortement écroulé. Regardez, la médiane historique de ce que payait le business sur le chiffre d'affaires, là, sur 10 ans, elle est à 3,55, le prix par rapport au chiffre d'affaires, et dernièrement, on est à 3,55. Par contre, en 2021, là, on était à presque 8 fois le chiffre d'affaires. Donc l'entreprise se payait très 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 cher à un moment, et vous le voyez très bien. Regardez le pic de valorisation qu'on a eu. Alors ici en vert et en bas en rouge, c'est le prix par rapport au chiffre d'affaires qui est plus écrasé.
Et au niveau des flux de trésor, ils étaient même passés en négatif. D'ailleurs, vous avez vu, ils avaient coupé le dividende à l'époque. Pareil, le prix par rapport au flux de trésor, la médiane historique est à 37, actuellement on est à 30, donc un peu en dessous de la médiane, et sur les points hauts, ça s'est payé 66 fois les flux de trésor, et ça s'est payé jusqu'à 72 fois les bénéfices, le cours sur bénéfice, donc le PER, et une médiane à 30 pour un ratio actuel de prix sur bénéfice de 24. Donc l'entreprise est, encore une fois, c'est marrant, je vous fais la réaction directe, comme tout le secteur du luxe, la valorisation s'était complètement emballée et on est juste en train de revenir sur les médianes historiques. J'avais espoir en faisant cette vidéo qu'on trouverait entre guillemets un raisonnement différent que les autres entreprises qu'on a fait dans le semi-luxe et le luxe, parce que ok, c'est pas toujours du luxe, mais en tout cas des produits qui ont besoin que le consommateur ait la capacité à dépenser sur ces produits. Et là, on retrouve la même chose. L'entreprise est en train de corriger, mais en fait, si on regarde les valorisations, elle est juste en train de revenir avec les médianes historiques. Donc rien d'incohérent. Et c'est même plutôt sain, surtout que vous avez le chiffre d'affaires qui ralentit. À un moment, on l'a vu, ils feront que, combien on a dit cette année, moins de 6% de croissance annoncée par la direction. Les marges, on espère qu'elles vont tenir. Le dividende, pour l'instant, ils peuvent le payer et on a vu que historiquement, ils gèrent bien les choses. Donc, s'ils doivent le ralentir ou le couper, ils le feront. Et donc, au final, eh bien, je pense que pour les personnes qui l'ont acheté il y a très longtemps, c'est à la limite rassurant parce que la direction fait bien les choses. Mais en effet, si on l'a acheté il n'y a pas longtemps, eh bien, on doit transpirer un petit peu puisque les valorisations sont en train de se compresser. Mais si le chiffre d'affaires il repart fortement à la hausse, même si cette année ça a l'air d'être un petit peu difficile, eh bien la croissance pourra très bien repartir au niveau du cours de l'action aussi, mais là on est en train de revenir en ligne. Et donc ça va nous amener un petit peu à ma conclusion. Donc en conclusion, 11% de croissance sur ce chiffre d'affaires là en composé sur 10 ans, 14% de marge nette au mieux, 14-15 et puis plutôt une médiane historique. D'ailleurs, on peut aller la voir la médiane. Je vous fais cette vidéo un petit peu comme ça en direct, je vous avoue, j'ai les idées qui me viennent au fur et à mesure, même si j'ai mes notes, hein, bien sûr. Médiane sur les marges nettes autour de 10,35 là sur 10 ans. Donc là, je suis même optimiste en disant 14. Marge de flux de trésor 10%, dividendes croissants, mais qui n'hésiteront peut-être pas encore à couper s'il y a besoin. Belle performance historique sur le long terme. Si on est rentré sur le titre il y a longtemps, on a fait une très bonne performance. On a vu, on est en ligne avec le S&P 500. La valorisation était historiquement très élevée, hein. Ça s'est payé en 2021, là où on regardait 60 à 70 fois le PR et les prix par rapport au flux de trésor, donc cher. Et maintenant, on est en train de revenir en ligne avec les médianes historiques, comme plusieurs entreprises du même secteur, et je ne suis pas du tout étonné. Alors ça m'énerve parce que je fais tout le temps la même conclusion quand je parle de ces entreprises, mais en même temps, je pense que tout le secteur s'est emballé, et aujourd'hui, on est peut-être en train de revenir sur des niveaux qui sont plus pertinents historiquement. Ils arrivent encore à payer le dividende et ils l'ont augmenté fortement ces dernières années. À surveiller quand même, parce qu'on a vu qu'ils sont capables de ralentir la croissance, voire même de le couper. Et le taux de distribution par rapport au free cash flow, on est très élevé, on était pas loin de 90%. Ils distribuent pratiquement tout, on l'a vu, hein. Donc peuvent-ils encore l'augmenter dans le temps? Ce sera une question à se poser si on veut investir. Et quelle sera la réaction des investisseurs s'ils ne peuvent plus l'augmenter autant, voire même le couper? Il ne faut pas être dur ou critiquer, parce qu'honnêtement, la performance est là, la croissance est là, les marges sont là. On l'a vu hyper bien géré. Ils nous ont pas fait le coup de financer un dividende avec de la dette ou quoi. Ils peuvent payer leurs dettes, ils ont beaucoup de cash en stock. Le bilan est très bien géré. Personnellement, je passe mon chemin, non pas parce que c'est pas une belle entreprise, je pense au contraire qu'elle est, comme je le disais, très bien gérée, mais je comprends pas du tout le secteur ni la demande. La demande sur les parfums, sur le luxe, les marques, la concurrence, je ne comprends pas. Je suis pas du tout à l'aise du coup avec le rapport risque-retour sur investissement. Vu la valo actuelle, on est juste en ligne avec ce qui s'est passé historiquement, mais on n'est pas sur, entre guillemets, d'un point de vue des valorisations, en tout cas historique, un prix extrêmement bas. On est juste en dessous des médianes. Donc tout est en ligne et je comprends comment on parle, je comprends qu'on s'y intéresse. Et si un investisseur comprend le secteur du luxe, la demande, les fondamentaux, a bien compris que la croissance allait ralentir, et c'est même pas moi qui le dis, c'est la direction qui le dit. Peut-être que le dividende, ils vont peut-être arrêter de l'augmenter ou le baisser, on ne sait pas. Et si on est OK avec tous ces fondamentaux qui sont écrits au-dessus et qu'on a vu dans tous les chiffres en dessous, là, depuis le début de la vidéo, je comprends que ça intéresse. Voilà. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura intéressé. L'objectif, c'était vraiment de vous débriefer ça à chaud. J'avais regardé un petit peu ce qu'ils faisaient, les peurs qu'on pouvait avoir en ce moment, aller voir ce qu'avait dit la direction dans les dernières conférences, etc. On retrouve assez facilement les infos dans les transcripts et ensuite, évidemment, aussi toutes les informations qu'on obtient directement dans les chiffres. C'est pas fait pour moi, mais je comprends que ça intéresse. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à en parler en commentaire. Est-ce que c'est une entreprise qui vous intéresse? Est-ce que vous positionnez dessus? Est-ce que vous voyez des peurs ou au contraire des trucs positifs que je n'aurais pas mentionnés dans cette vidéo? Les commentaires sont aussi là pour ça. Et de mon côté, c'était vraiment une réaction à chaud pour vous donner un avis. Et honnêtement, c'est plutôt du positif. Je ne vais pas dessus parce que je comprends pas.
parce que ça peut très bien mal tourner si le secteur continue à souffrir pendant longtemps, notamment au niveau de ce dividende, s'il coupe, ça peut dévisser. Parce que comment vont réagir les investisseurs qui sont certainement dans cette entreprise, on va pas se le cacher hein, pour le dividende, vu à quel point il augmentait le taux de distribution. Donc voilà, des questions à se poser. J'espère que la vidéo vous aura intéressé, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour un prochain épisode.